rappelle les règles du jeu. Donc déjà, merci d'assister à ce premier speed meeting digital de d'Inactive. Aujourd'hui, on est tous des entrepreneurs. On a tous normalement une carte de visite. On a tous normalement un profil LinkedIn. Et normalement, on a tous un pitch. C'est un exercice difficile que de se présenter devant tout le monde en 1 minute. Donc, bravo à tous ceux qui se sont inscrits. On avait dit expression libre, et donc c'est le cas. Ça veut dire que vous pourrez parler, vous pourrez danser, vous pourrez chanter, vous pourrez montrer des images comme vous le souhaitez. C'est à la disposition de chacun. On est dans un cadre bienveillant. Donc l'idée, c'est que chacune des personnes qui s'est inscrite pour ce speed meeting digital parle pendant 1 minute et que derrière, on passe à 3 minutes de questions, étant donné le nombre de personnes qui sont inscrites. Initialement, on avait prévu 2 minutes de questions, mais on ira jusqu'à 3 minutes. Ces 3 minutes de questions permettront de bien valider le pitch de la personne, de voir s'il y a des questions et surtout, il faut que ça soit le départ d'une discussion en one-to-one, en prenant le temps de se rencontrer, de se connaître dans la vraie vie. Aujourd'hui, cet outil de visio, c'est un outil, mais ce n'est pas une finalité. Ça veut dire qu'il faut avoir l'envie de donner envie à l'autre de vous rencontrer pour discuter, pour aller un peu plus loin dans la partie discussion. Alors, Gaël coupera les micros de chaque personne pendant l'intervention de chaque personne qui va participer à ce speed meeting digital pour éviter les interférences. Et ensuite, vous réouvrirez vos micros pour poser des questions à l'intervenant pendant 3 minutes. Gaëlle est la gardienne du temps. Vous entendrez le petit chronomètre qui va se déclencher après 1 minute. Alors, 1 minute, c'est très rapide. Donc, j'espère que vous avez tous répété cette présentation. J'essaye de faire défiler mon écran. Je n'y arrive pas, donc ça m'embête un petit peu. Voilà. Donc, voilà, je suis allé trop loin. Donc, chaque participant se présente en 1 minute, expression libre. Et ensuite, chaque participant répond aux questions pendant 3 minutes. 15 participants inscrits aujourd'hui à cette session. Et nous avons demandé à Maître Hazard de fixer l'ordre de passage. Donc, Maître Hazard a choisi la liste des personnes qui se sont inscrites au fur et à mesure. Et donc, nous accueillons notre premier participant, Régis Portugal, qui n'est pas là, je crois. Non, il n'est pas là, Régis. Alors, on va passer au deuxième participant. Stéphane non plus. Stéphane non plus. Eh bien, nous accueillons une sympathique candidate. Aude Alain, tu as 1 minute à partir du chrono de Gaël. Top. Micro. Ouais, sans micro, c'est mieux. Donc, Aude Alain de Oliveira. Donc, je suis coach en images. J'ai une agence qui s'appelle A2O Coaching. Je suis basée à Deuil-la-Barre. Moi, j'aide les personnes, les garçons, j'allais dire, les hommes, les femmes de tout âge, à travailler justement sur leur charisme, à travailler sur leur confiance en soi. Comment pas perdre justement, comment ne pas paniquer quand on a une prise de parole à l'oral. C'est toujours très intéressant quand on commence. Donc tout ça, ça sera basé sur des conseils, des outils, mais toujours basé sur votre objectif personnel. Toutes les décisions ne seront prises que par rapport à vous et à l'objectif que vous aurez fixé avec moi dès le début des premières séances. Voilà. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Aude? Par rapport à son pitch, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce que vous aimeriez entendre dans sa présentation, peut-être des recommandations à lui faire, peut-être des contacts à lui transmettre. Je dirais que c'est open bar pendant 3 minutes et c'est Gaël qui invite tout le monde. Top. Philippe a une question. C'est ça, Philippe? Oui, il a dit bravo. Ah, c'est un bravo. Ouais. Ah, pardon. Moi j'ai une question sinon. Oui, vas-y, Patrick, vas-y, allez-y, hein, vous gênez pas. Comment ça se passe si par exemple je te dis je voudrais être looké parce que je voudrais ressembler à quelque chose, comment ça se passe?
Eh ben, on fera un premier rendez-vous ensemble. Ça sera ce que j'appelle les entretiens découvertes. Je vais te poser plein de questions. Ça sera une séance de coaching, en fait, tout simplement, pour justement mettre au point ce que je disais, un objectif. Pourquoi tu veux ressembler à quelque chose? Pourquoi tu trouves que tu ne ressembles pas à quelque chose? Tout ça, voilà. Je vais te poser plein de questions. À un moment donné, tu vas me dire, mais c'est un peu psy quand même ton truc. Mais justement, c'est pour pouvoir faire vraiment quelque chose de personnalisé qui sera propre à toi. Alors moi, j'ai une question pour Aude. Ton expérience montre que ce sont plutôt les hommes ou les femmes qui viennent te voir. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'il est plus facile de relooker un homme ou une femme? Alors, j'ai autant d'hommes que de femmes qui viennent me voir. C'est plus, je dirais, un âge. C'est plus, ça commence vers 40 ans, 50, 55 ans. C'est plus ça le point de commun, je dirais, entre les deux. Plus facile, je dirais, les hommes. Les hommes sont plus dociles, entre guillemets. Ils sont très bons élèves. Et si on leur apporte plein de solutions sur un plateau en argent, ils sont ravis. Et alors, est-ce que dans ton pitch, il ne serait pas justement intéressant d'aller chercher les grandes caractéristiques que tu as constatées par ton expérience, en allant chercher les hommes de 40-45 ans, en disant « Monsieur, madame, vous avez 40-45 ans, vous avez envie d'un relooking, vous avez envie de faire ci, de... » Et là, le prospect idéal, il va se reconnaître dans tes termes. Et là, tu vas pouvoir aller le chercher sur son terrain. Pourquoi pas y réfléchir? Après, naturellement, cette population de cet âge est venue vers moi, mais parce que je pense j'ai cet âge et donc on parle le même langage. J'ai jamais eu de petites jeunes ou de petits genoux. Dommage. Peut-être parce qu'en étant plus jeune, on se pose moins de questions aussi. C'est Les ça. questions arrivent aussi à ce moment-là. Ou ils iront peut-être voir quelqu'un de leur âge pour se retrouver face à quelqu'un. Quand je parle avec une femme de mon âge, on se comprend. Quand je parle avec un homme de mon âge, j'ai des arguments. Voilà, c'est la génération en fait. Ou tu vas pas sur les bons sites. C'est ça. J'ai une question. En fait, on veut changer de look ou faire évoluer son look par rapport à un projet, un objectif. Souvent professionnel et dans un écosystème particulier. Est-ce que tu montres sur l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des codes vestimentaires, il y a des codes de comportement en fonction des métiers. Est-ce que tu te renseignes là-dessus? Tu as une expérience là-dessus? Oui, tout à fait. Selon je dirais le domaine d'activité de la personne, je vais lui montrer ce qu'il faudrait, ce qu'on conseille dans son domaine d'activité, mais j'oublie jamais la personnalité de la personne. Je leur dis toujours, je ne vais pas les déguiser. Clairement, à la fin des séances de coaching, c'est quand ils regardent des photos d'eux avant qu'ils ne se reconnaissent plus. Ils deviennent vraiment la personne qu'ils avaient envie de devenir, mais qu'ils n'arrivaient pas, qu'ils n'osaient pas ou qu'ils n'arrivaient pas à atteindre. Alors, j'ai une première suggestion. On a un cas, juste une petite suggestion, puis je en finis. On a un cas d'un membre qui va devenir administrateur, mais qui n'a pas la tenue idéale pour le devenir, il faut peut-être s'en occuper. Je te le présenterai, il va se reconnaître. Et puis, je voulais savoir si tu étais entré en contact avec Mario Cibot de Tremplin, qui évoquait le fait aussi qu'on puisse aider les gens en reconversion professionnelle pour reconquérir un peu d'image et de confiance en soi. Ouais. Ouais, mais j'en avais un peu parlé avec lui, mais j'ai cru comprendre que c'était du bénévolat et j'en fais déjà pas mal. Et voilà quoi, c'est qu'à un moment donné, j'ai plus le temps. Je me permets d'intervenir. On l'avait peut-être pas précisé, mais c'est à la personne qui répond aux questions de gérer son temps. C'est-à-dire que plus elle répondra vite, plus elle aura la possibilité de répondre à plus de questions pendant ces 3 minutes. Est-ce que vous avez entendu la sonnette là? Oui, il y a une sonnette. D'accord. Moi, je ne l'ai pas entendu, moi. Ok. Bon. Je ne l'ai pas laissé assez longtemps, mais je voulais pas non plus que ça coupe la parole. Donc, du coup, le but, c'est que quand ça sonne, on continue, bien sûr, on coupe pas la parole à la personne qui parle, mais on s'arrête du coup à la réponse à cette question pour passer au prochain. C'est ça, Nicolas? Aude, elle relook, hein, elle n'est pas audio protégée. J'avais une question à poser, c'est trop tard, hein? Bah oui. Oui, bon. Tu me l'envoies, Désolée. chérie. J'avais une question aussi dans le... Désolée. Bon, on passe à la personne suivante qui s'est inscrite donc pour ce premier speed meeting, qui n'est pas là, donc c'est Sophie Burcher. Non, elle n'est pas là. Alfred François Page. Ça va, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Donc, top, c'est parti. Les micros, on coupe.
Bonjour à tous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi en 1 minute j'ai créé ma société, ce qu'elle peut vous apporter et surtout ce qu'elle fait. Le cabinet Alpha Conseil, en fait, il donne suite à une vingtaine d'années d'expertise dans le domaine de l'automobile, en clientèle de particuliers et de professionnels, et surtout de professionnels aujourd'hui. Le constat a été que lorsqu'on travaille pour une marque et une seule marque, on ne peut vendre qu'une marque. Ce qui est jusque-là tout à fait logique. J'ai décidé de créer ce cabinet en passant les partenariats avec plusieurs concessionnaires de plusieurs marques différentes et un mandataire pour avoir un choix de véhicule très important à proposer à mes clients et surtout des solutions automobiles et financières. Ce qu'elle peut vous apporter, en fait, c'est de trouver des véhicules sur un stock très important, donc avec une grosse réactivité de livraison, et en face, mettre des financements adaptés à chaque client et à chaque besoin, donc de la location longue durée au crédit bail, en passant par des formules de financement toutes nouvelles, qui sont des dérivés de la location longue durée pour les particuliers. Et en fait, on fait une étude très précise des besoins des clients. Merci Alfred. Excuse-moi. J'étais à 57. Ok. Vous avez entendu la sonnette ou pas? Ouais. Oui, mais il devrait avoir droit à 2 minutes parce qu'on entend un mot sur deux. Donc, Oui, c'est. Oui, on peut doubler. C'est vrai, vous n'entendez pas? Non, t'entends pas bien. Comme le problème de micro que tu as est récurrent, Alfred. Ouais, mais je vais faire ce qu'il faut, mais je suis allé chez Boulanger pour rien ou pas. Caché cet après-midi. C'est vrai que ça a gâché. Ils sont rupture des stocks. Ça a gâché ton pitch parce qu'on ne comprenait pas. En revanche, quand tu parles plus fort, on entend beaucoup mieux, hein, Alfred. On recommence? Oui, est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. Donc ça veut dire que j'élève le ton. Ouais. Eh bien, ça sera pour la prochaine fois. Avez-vous des questions? À l'année prochaine, donc, Alfred. Oui. Une petite question. Oui. Donc, tu dis que tu fais multimarque, mais tu fais multimarque, c'est-à-dire tout, vraiment tout? Multimarque veut dire que je représente toutes les marques que tu peux voir, que tu peux connaître, et voir même d'autres marques que tu ne connais pas. Sur des vents, sur des camions à chevaux. Et donc, c'est vraiment multimarque au sens très large du terme. Parle un petit peu plus fort, Alfred. Hein, parce que, oui. Ok. Ouais. Et est-ce que tu es plus cher qu'un garage? Non, je suis beaucoup moins cher qu'un garage, qu'un concessionnaire. Aude? Comment ça se passe quand quelqu'un arrive et une dame arrive et te dit « je veux une voiture ». Tu l'accompagnes, tu la conseilles, tu fais une séance de coaching toi aussi? Oui, déjà, je m'intéresse à savoir si la personne, si cette femme est une cliente particulier ou société. Et en fonction de ces éléments, on avance sur le projet avec les questions bien sûr récurrentes, question de savoir quel véhicule possédez-vous aujourd'hui, et puis on avance avec un ensemble de questions qui débouchent sur une forme d'audit. Et l'idée, c'est d'aller chercher le coût d'utilisation et le produit le plus adapté à cette personne, en fonction de son profil. Okay. Moi, j'ai une question. Alfred, pardon. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es courtier et qu'en fait, tu fais gagner de l'argent systématiquement à ton client? Oui, on pourrait le traduire comme ça. Et effectivement, je fais gagner systématiquement de l'argent à mon client, et sur des sommes qui, des fois, sont très, très importantes. Ok, merci. Et alors, moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que tu es moins cher qu'un garage? Alors, le garage, il a sa marge à prendre, évidemment, mais est-ce que c'est ta façon d'acheter? Est-ce que c'est tes accords avec les constructeurs? Alors, c'est plusieurs critères. Alors, effectivement, les concessionnaires, pour ne pas les citer, Neuvoar Saint-Brice, qui est un de mes partenaires, a une concession, une très belle concession du personnel et des véhicules en stock, donc il a des charges fixes qui sont très lourdes. L'idée, c'est de faire sauter ces charges en allant acheter, j'achète à l'étranger et je choisis certains pays en fonction des TVA. Sur de l'utilitaire, je suis en Italie, et sur du particulier, j'irai dans d'autres pays, et on sort les véhicules des chaînes de fabrication, on les charge sur les camions et elles sont livrées sur un point de vente, sur un parc de stockage qui est à Saint-Vulbas et au centre de la France. Et après, on les dispatch, on les livre chez les clients, donc on n'a pas les intermédiaires. Et voilà, on a des prix très, très intéressants grâce à cela. Pour les garanties, ça se passe comment s'il y a un problème? Comme chez ton concessionnaire, puisqu'on se fournit
quand je prends une Peugeot, pardon, je la prends là où se fournit Peugeot France. Pour Renault et les autres marques, c'est le même principe, donc il y a exactement les mêmes garanties. Ok. Ben, parfait. Très bien. Merci. Merci. Merci Alfred. Ouais. Le candidat suivant, Hubert Salon. Tu es prêt, Hubert? Allô, Hubert? Il est là, Hubert? Je le vois plus. Ah non, je le vois plus. Bon. Et puis là. J'ai décidé de faire très synthétique ce soir. Bonjour, au revoir. Bon. Eh ben, on passe au candidat suivant, qui est donc Patrick. Candidate. Ah non. Il ne pouvait pas te la faire, celle-là. Oh. Il fallait, on est obligé, on a un minimum de culture. Allez, à toi, Patrick. Ah oui, alors Patrick Duhaut, Société Oni, nous, notre travail, c'est d'aider les clients à trouver des clients grâce au numérique. Donc pour ça, on met en œuvre des méthodologies un peu Sioux qui sont destinées à aller recueillir des datas sur Internet grâce à des robots qu'on a créés, à des outils et des méthodes qu'on a créés. On met tout ça dans le cerveau d'une data scientist et normalement, il en sort des marchés qui sont caractérisés, c'est-à-dire qu'on est capable de dire exactement ce que cherchent les prospects qui vous intéressent, comment ils l'expriment, combien ils sont et surtout combien ils sont prêts à mettre pour pouvoir vous faire un business avec vous. Donc en clair, on définit à partir de ça des campagnes d'acquisition numérique chiffrées et sélectionnées, et on est capable de faire le ménage avant de commencer quoi que ce soit et de choisir les campagnes qui seront a priori rentables. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de dire ne fais pas ça, tu ne gagneras pas d'argent, fais ça, tu gagneras de l'argent. Et c'est déjà pas mal. Une fois qu'on a ça, il y a tout l'opérationnel derrière, c'est-à-dire la création des sites, la création des campagnes, la gestion des suites, le tracking avancé, etc. On met tout ça en œuvre, on forme notre client à le faire. On aime bien que nos clients sachent ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et au final, notre objectif, c'est qu'ils nous remplacent le plus vite possible. Ils peuvent nous appeler à peu près à n'importe quelle heure pour qu'on réponde à leurs questions et à leurs galères. Et à partir de là, au bout de quelques années, en général, on se voit uniquement pour se faire un resto et eux, ils sont contents parce qu'ils sont autonomes. Merci. Donc voilà, notre boulot, c'est d'aller chercher des sous, en fait. Parfait. Merci, Patrick. Il vous en prie. Alors, moi, j'ai une question technique à te poser. Est-ce que tu es capable de permettre à un de tes prospects ou un de tes clients d'aller chercher un auditoire précis sur LinkedIn avec tes outils sans te faire blacklister par LinkedIn? C'est exactement ce que je fais depuis 3 ans. Parfait. Pour moi. Et est-ce qu'on peut avoir une idée approximative du temps que ça met en place et du coup Alors, le temps, moi, je facture ça 90 € par mois pour un réseau social. Le temps que ça met en place, c'est assez facile parce qu'en fait, pour le coup, LinkedIn est super bien foutu et que effectivement la sélection des audiences si on sait ce qu'on veut, c'est très simple. Et une fois qu'on a ça, ça tourne tout seul. À titre d'exemple, très concrètement, moi j'ai un robot qui tourne tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, parce que si on ne veut pas se faire gauler, on va quand même expliquer à LinkedIn qu'on est des professionnels et qu'on ne travaille pas le week-end, ni le soir, ni la nuit. Donc en fait, j'ai un robot qui tourne, qui va me repérer tous les directeurs commerciaux et directeurs marketing d'Île-de-France. Je leur envoie une sollicitation de mise en contact avec une petite note aimable qui est spinée. Pour ceux qui ne savent pas dire ce que ça veut dire spinner, ça veut dire que ce n'est pas tout le temps la même, pour éviter de se faire repérer par les robots, enfin par les anti-robots, on va dire. Et je dois limiter ça à 2 contacts par jour pour que ce ne soit pas trop violent. Et j'ai à peu près on va dire entre 3 et 5 retours positifs par semaine. Et à ce moment-là, je passe en manuel, parce que sur LinkedIn, à un moment donné, il faut y aller en vrai. Et je passe en manuel, mais je passe en manuel sur des contacts qui sont chauds, puisqu'en fait, ils ont répondu à une sollicitation. Et je leur demande s'ils veulent aller plus loin, qu'est-ce qui les intéresse, etc., etc. Et comme ça, on arrive à avoir un taux d'acquisition de clients qui est assez élevé. Et ça nous permet, surtout la première phase sur LinkedIn, qui est très chiante, c'est la phase de choix, ça nous permet d'automatiser ce qui est pénible, quoi. Donc oui. Parfait, merci. Une question, Patrick? Oui. Peux-tu capter un potentiel client
qui, juste avant de faire sa demande chez un concessionnaire de n'importe quelle marque, juste avant qu'il sollicite ce concessionnaire, est-ce que tu peux l'attraper entre le moment où il a son intention et le moment où il va se connecter sur les sites d'un concessionnaire? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, ouais, ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, et c'est ce qui intéresse tout le monde au final. L'intention, c'est bien. C'est-à-dire, tous les gros vont aller chercher des mots-clés type je veux une Clio, acheter une Clio, acheter ce que tu veux, une Ferrari. Mais c'est déjà trop tard parce que la décision est prise et que tous les gros faiseurs sont déjà en place et que là, on ne peut pas concurrencer. Ce qui est intéressant dans la gestion des intentions, c'est d'aller chercher l'intention déclencheuse d'intention. Et qu'est-ce que c'est que l'intention déclencheuse d'intention? C'est celle qui va faire prendre au prospect qu'il a besoin d'une voiture. Ça, tu sais ça, toi. Donc, en fait, on va chercher toutes les causes, et je vais vous donner un exemple qu'on a traité, donc là, je peux facilement en parler. C'est un déménageur. On a deux façons d'aborder le problème. Soit on va chercher des gens qui cherchent à déménager. Là, on n'a pas beaucoup de chance. Il y a déjà beaucoup de monde. On va être obligé de se bagarrer sur les prix, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc en fait, on va s'intéresser aux gens dont on sait qu'ils vont déménager peut-être même avant eux-mêmes. Et c'est qui ces gens-là? C'est les gens qui se marient, c'est les gens qui divorcent, c'est les gens qui ont une promotion, c'est les gens qui ont un enfant. C'est toutes les intentions déclencheuses d'intentions. Donc par exemple, si moi je veux vendre des monospaces à des gens, je vais peut-être commencer par chercher les couples dont la dame est enceinte et qu'ils ont une petite voiture. Tout ça, je peux le savoir. Les réseaux sociaux vont me le dire avec une certaine précision. Et à partir de ce moment-là, je peux commencer à les solliciter. Et si jamais j'arrive à les capter sur une page d'atterrissage, je vais après pouvoir les traquer et ne plus les lâcher. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on fait. Et c'est ça notre métier, en fait. C'est effectivement d'aller chercher des gens qui ne sont peut-être même pas encore conscients du fait qu'ils vont avoir besoin de nous à un moment donné. Très bien, merci. Ça fait un peu peur. Hein. C'est peur. C'est pas moi qui vais essayer les réseaux sociaux, c'est vous. Merci Dark Vador. Ouais. Ça fait peur, mais franchement, j'ai une dernière question, c'est tes clients, c'est quelle taille? Ouais. Quelle taille? C'est en moyenne. Alors, j'ai des clients de 1, parce que des fois, on aime bien les gens et qu'on fait des prix qui aura des pâquerettes, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est notre côté humaniste, anarchiste. Donc, j'ai des clients de 1. Et puis, en moyenne, notre cible, c'est quand même 10, 350. Pourquoi 10? Parce que quand on est 10 dans une entreprise, alors je ne veux pas être méchant, mais on a en face de nous un vrai chef d'entreprise avec des vraies problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, il a des salaires à payer. Et quand on a des salaires à payer, on ne se pose pas du tout les mêmes questions que quand on n'en a pas. Donc ça veut dire qu'on se pose des questions commerciales et des questions stratégiques. Et nous, c'est à ça qu'on va répondre. Et pourquoi maximum 350? Parce qu'au-delà, il y a des emmerdeurs, c'est les marketeurs, ceux qui pensent qu'ils ont tout compris du système et qu'en fait, ils continuent à vendre du mini-mir à Madame Michu et que ça marche pas. Donc, on l'a fait, mais ça a été l'enfer. Donc, en fait, on se limite vraiment à ça. Et pourquoi 10 encore? Parce qu'on n'est pas donné. Une étude de marché, ça vaut 12 000 €. Il faut pouvoir la sortir. Et avec 12 000 €, derrière, on a une étude de marché. On n'a rien. Après, on arrive, on dit maintenant, il va falloir commencer à dépenser un peu de sous pour aller les chercher. Donc, ça veut dire que c'est entre 25 et au moins 40 000 € la première année. Donc, ça veut dire qu'une boîte où ils sont deux, c'est compliqué, quoi. Merci, Patrick. C'est passionnant, mais je suis désolée, le temps… De toute façon, vous savez où j'habite. Ouais. Merci Patrick. Je pense que tout le monde a compris que tu faisais moins 40% à tous les adhérents d'Inactive. C'est un fait parce qu'il y a un adhérent qui m'a confié la migration de son site là et il a eu moins 60. Ah merde, pardon. Tu peux faire mieux. Je ferai mieux quand Alfred m'offrira une Ferrari à 200 balles par mois. Regarde, j'ai mieux que ça pour toi. Non, mais en plus, ça rigolait pas. Un jour, il m'a fait un devis pour une Mercedes et on était à 200 balles par mois. Ouais. On passe au candidat suivant qui s'appelle Franck Durand. Tu es prêt, Franck? Ouais, voilà, j'ai allumé le micro. Ça marche. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Alors, moi, je fais du conseil et de la formation en protection des données et puis également la formation dans l'électronique, dans les mesures, les bancs de mesure et les bancs de test. Voilà. Actuellement, alors comment, je vais vous donner une petite anecdote. Voilà comment je travaille. J'ai par exemple une mairie qui m'a contacté, qui cherchait une formation de 2 jours, RGPD, parce qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose et ils voulaient
mettre leur mairie, en tout cas lancer la mise en conformité. Alors moi, j'aurais répondu, j'aurais dit, une formation, c'est sûr, on en a besoin, mais je pense que moi, je vais vous offrir autre chose comme proposition. Je vais vous offrir, certes, une formation en 2 demi-journées, qui permettra effectivement déjà d'ingurgiter la première demi-journée. Et puis, au-delà de ça, je vais vous proposer un accompagnement sur l'année. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un package d'un an à raison de 2 heures par semaine, 2 semaines par mois. Donc, c'est 4 heures par mois de coaching avec un suivi, des outils, etc. Simplement, la personne qui est en charge de mettre en place, ce n'est pas moi qui mets en place, j'accompagne et en même temps, je forme. C'est-à-dire, on a déjà réalisé la première demi-journée de formation. La deuxième journée devait venir pendant le confinement. Voilà. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir une belle mairie que j'accompagne toute l'année et ça crée des liens et c'est plus intéressant que de faire une seule formation. Voilà. Je crois que j'ai dépassé le temps. On va passer aux questions. Donc, On peut savoir quelle mairie avec qui tu travailles, Franck? Non, ça c'est la protection de l'information. C'est une mairie du Val d'Oise, dans un périmètre de 15 km. D'accord. Et tu as des supports de com, quelque chose qui puisse Oui, être... j'ai mon site internet. Alors, en fait, maintenant, c'est une activité qui n'est pas principale, hein, puisque j'ai aussi une activité, j'ai choisi pour une activité salariée pour le gagne-pain, et puis une activité d'entreprise pour faire vraiment ce qui me plaît. Donc, en fait, les contrats, je les choisis avec des gens qui ont vraiment envie de travailler avec moi. Et en fait, ce n'est pas vraiment marketing, c'est par le bouche à oreille, principalement. J'ai un site internet. Voilà. Alors, il n'est pas dit que j'ai aussi des petites évolutions possibles avec quelques idées, notamment avec la formation de compétences dans le domaine de l'électronique en intra-entreprise. Ouais, mais c'est un projet que j'ai aussi. Oui, mais j'explique, Patrick. Allô? Attends, oui, j'ai entendu quelqu'un, oui, c'est pour ça. Et puis également dans le domaine du tourisme, enfin pas du tourisme, du rallye touristique virtuel pour les personnes âgées. D'accord. C'est deux activités qui sont un petit peu annexes. Les activités sur lesquelles je me concentre, parce que je me suis souvent dispersé, pour l'instant, c'est ça. Je conseille la formation dans le domaine de la protection des données, avec aussi un aspect technique, hein, les deux. Il n'y a pas que l'aspect légal, même s'il existe. Je suis labellisé, bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas évident. Je fais partie de ceux qui ont le label Veritas de compétences sur le sujet. Donc, en fait, je peux imaginer que ta cible prioritaire sur le RGPD, ce sont les entreprises naissantes ou les entreprises qui arrivent sur de nouveaux marchés. Alors, c'est en fait toute entreprise est concernée. Simplement, les petites entreprises, mis à part celles qui travaillent énormément les données personnelles, donc là, c'est un autre sujet, mais la petite entreprise ne se pose pas la question. Elle a malheureusement pas assez d'argent ou elle a autre chose à faire. Donc, généralement, ce qu'on peut faire, on peut mutualiser une action avec une dizaine d'entreprises, par exemple, avec une formation mutualisée et un accompagnement, on va dire, individualisé ou individuel pour que ça leur coûte pas trop cher et qu'ils lancent quelque chose. Mais ma cible, aujourd'hui, elle est quand même des structures pas très grosses non plus, parce que les grosses, elles prennent quelqu'un. C'est plutôt des entreprises intermédiaires, un petit peu, effectivement, comme ce qui a été dit, entre 10 et 350, hein, c'est tout à fait ça. Néanmoins, ça peut être aussi des gens qui ont, je dirais, besoin dans la technologie, notamment les applications smartphone. Hein, parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'une entreprise qui développerait une application, si elle ne prend pas en compte le privacy by design tout de suite, eh bien, quand elle va aller lever des fonds, eh bien, aujourd'hui, les investisseurs vont regarder ça, voir la conformité. Et en fait, son investissement de départ risque de ne valoir rien du tout, parce que si ils doivent refaire tous les développements parce qu'ils n'ont pas pris au départ de la conception la réglementation sur la protection des données qui
sur laquelle en fait il y a des articles très précis sur le développement des logiciels, etc. Si ça c'est pas pris en compte, ça peut nécessiter des développements onéreux qui serait dommage en fait de refaire après. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde est un peu concerné. Simplement, on fait ou on fait pas. Je pense qu'il faut le faire ou pas le faire en connaissance de cause. Donc il faut quand même avoir un minimum d'informations. C'est dommage d'avancer dans le noir. Mais dans les États européens, je vais prendre l'exemple parce que je travaille aussi avec un avocat parisien spécialisé dans ce domaine-là, lui plus sur la partie juridique, parce qu'il y a aussi tous les problèmes des contrats qui sont à revoir. Sur la partie pays, la France, même si on n'avance pas beaucoup, la France, ceux qui s'occupent du RGPD le font avec un fonds positif. Un fonds positif, c'est-à-dire qu'ils veulent le faire pour effectivement protéger les données. Si on compare la Hollande, en Hollande, la majorité des avocats passent leur temps à vendre des prestations, comment contourner le RGPD et comment se protéger des contrôles. Donc, c'est carrément l'inverse. Donc, je préfère être en France sur ce côté-là, c'est plus intéressant. Mais comme quoi, chaque pays a aussi une vision différente du sujet. Franck, j'ai une question. Pour une mise en conformité d'un site Internet et du fonctionnement, du traitement des données d'une petite entreprise comme la mienne, donc tu vois à peu près, on est 2,5, c'est possible que tu fasses un accompagnement? Oui, ce n'est pas grand-chose en fait, hein. Il y a des questions à se poser. Voilà, le vrai sujet sera effectivement qui fait le site Internet et quels outils il utilise, notamment pour le référencement. C'est vrai, c'est ce qu'il y a derrière, à l'intérieur du programme en fait, qui va être intéressant. Après, sur les formulaires, moi j'ai déjà tout un tas de choses type. Généralement, enfin, je donne un accès à mes clients à toute une base de données, une ressource, enfin, des vraies ressources. Ce qui leur permet de ne pas avoir à chercher, de ne pas avoir à les fabriquer, avoir des exemples de contrats. Donc, ça peut aller très vite. Par contre, là où ça peut être embêtant, c'est s'il y a des cookies que vous ne connaissez pas, à quoi servent les cookies, est-ce qu'on en a besoin? Et il faut savoir qu'on peut en avoir besoin pour le référencement. C'est-à-dire d'enlever les cookies, on a quelqu'un qui connaît très bien, puisqu'il utilise l'intelligence artificielle, je pense, pour récupérer certaines infos. Je vois bien ce qu'il fait, c'est très intéressant. Il le fait en prenant des précautions, hein, c'est aussi très intéressant. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent être à l'abri, qui pensent que tout va bien, et puis en fait, quelque part, ils ne savent pas du tout ce qu'il y a dans leur site Internet, parce que d'abord, ce n'est pas leur métier, et puis ils l'ont fait faire par des entreprises qui ont utilisé des outils qu'ils ne maîtrisent pas forcément très bien, et eux-mêmes qui fabriquent les sites Internet ne savent pas forcément ce qu'ils mettent dedans. Et je pense que Patrick ne me dira pas le contraire. Donc, il faut avoir affaire aujourd'hui à des gens sérieux parce que, bon, même si la CNIL a pu le temps vraiment de traiter les plaintes, je crois que Philippe connaît un ami commun qui en est déjà à sa 10e plainte à la CNIL et pourtant il est une entreprise de 2 personnes, mais dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il porte plainte. Il a encore porté plainte cette semaine. Donc, voilà. Ok. Bon, de toute façon, je reviendrai toi là prochainement. Oui, okay. Oui. Bah, après, il faut voir. Moi, ce que je te conseillerais, c'est que… oui, la réponse est oui. Par contre, ce qui serait intéressant éventuellement, c'est de rassembler 2-3 sociétés qui ont la même problématique, au moins pour le tronc commun. C'est-à-dire que si on doit faire quelque chose, la partie commune, notamment autour de l'information, les bases, je pense que ça, on peut se réunir à 3 ou 4 et puis donner l'info et réfléchir à tout ça ensemble. Après, il y a effectivement la particularité du site Internet et ce qu'on fait sur le site Internet pour la mise à jour éventuellement en relation avec le concepteur, enfin la société qui fait le site. Hein. Ça peut être toi-même, hein. C'est pas… Voilà. Enfin, une question, Franck. Apparemment, bon, tu as soudoyé le jury, là, puisque tu as 15 minutes d'intervention. Mais est-ce que ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas vu, c'est pour ça. Oui, c'est la grande mode des webinaires. Là. Est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que tu penses en faire? Oui, je fais des webinaires. En fait, il faut savoir qu'actuellement, depuis… je n'ai pas arrêté de travailler depuis le début du confinement, hein. Et je travaille à longueur de journée devant l'ordinateur avec, voilà, alors je ne fais pas de la visioconférence à longueur de temps non plus, mais j'en fais, je suis devant une caméra au moins 2 fois 4, 8, 9, au moins 11 heures par semaine.
Et tu as un webinaire enregistré? Tu aurais quelque chose d'enregistré? Alors moi, j'ai des choses enregistrées, mais qui sont pas de qualité. C'est des choses techniques. Enfin, c'est des choses de qualité, mais techniques. Maintenant, il faudrait effectivement qu'on fasse des choses enregistrées, mais c'est une bonne idée, mais il faut aussi trouver le temps. Alors peut-être que c'est l'occasion, d'ailleurs. Ça peut être l'occasion d'enregistrer quelque chose. Ça peut faire partie du deal, j'allais dire, parce que moi, ça me prend du temps, de l'énergie, de le faire moi-même. Par contre, lorsque je le fais pour les autres ou pour un groupe, on pourrait organiser quelque chose qui m'apporte aussi un bénéfice. Donc, en fait, ça serait un troc, un win-win qui me permettrait d'être plus performant au niveau marketing. Voilà. Et puis, en faire profiter ceux qui voudraient y participer. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien compris. Si tu veux, tu peux m'écrire un article de 1500 mots sur mon blog qui raconte le RGPD et le tracking. On en cause avant et ça te fera de la pub. Qui c'est qui parle? Moi, Patrick. Ah oui, c'est bien ça. J'ai 4500 visites par mois, donc ça peut éventuellement et il y a des choses à dire parce qu'effectivement, on n'est pas blanc-blanc nous autres. Hein. Non, alors, je veux rassurer tout le monde, c'est vrai pour tout le monde. Hein. C'est vrai pour tout le monde. Que tu t'appelles Total ou n'importe quoi, c'est pareil. Il y a un speed meeting dans le speed meeting. Il y a un speed meeting dans le speed meeting. Nous remercions Franck Durand pour ses 30 minutes de réponse. Et au passage, comme il y a plein de petits nouveaux, Franck Durand, c'est un ancien d'Inactive, un pilier. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait rentrer dedans et je suis content qu'il soit parmi nous et qu'il partage avec vous. Merci. Alors, je rappelle juste, n'hésitez pas à couper vos micros si vous n'avez rien à dire pour pas qu'on soit gêné par des interférences autour. On va passer… Hubert est revenu. Voilà, oui, je suis revenu. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Hubert. Ah, c'est parfait. Alors, vas-y, écoute, vas-y. Je mets la sonnette pour 1 minute de présentation. C'est parti. Donc, moi, j'ai dirigé pendant 40 ans une société. C'est mon neveu qui continue. C'est Merlot SAS. On est spécialisé dans la sonorisation d'adresses publiques, de bâtiments, de gares, d'aéroports. Normalement, si tout va bien, on devrait fêter nos 100 ans en 2023, puisque la société a été créée en 1923 par Fernand Merlot, que j'ai connu, qui est un ingénieur et qui était passionné de télé. Ah, ça bug. Il a reperdu sa box. Ouais. Quand ils sont arrivés. Hubert? C'est pas cool d'avoir mis un filtre pour Hubert. Les grandes surfaces, et donc on s'est… L'éditorial va recommencer. Vous voulez l'embêter, dites-lui qu'il achète la fibre quand même. Tu vas le contrarier, là. Bon, voilà. Voilà, Hubert. C'est Hubert. Hubert, tu as été coupé tout le long. On avait une image figée, on n'a rien entendu. Merci Hubert, la séance de questions est terminée. Hubert? Oui. Alors, on va faire les questions, mais en fait, tu as été figé pendant toute ta présentation. Ça a bugué encore. Ah bon? Ouais. On a juste entendu que ta boîte allait avoir 100 ans. Voilà, Oui. c'est ça. Mais vous faites de l'électronique? On fait de la sonorisation d'adresses publiques, donc bâtiments, gares, aéroports. Mais il y a 100 ans, il faisait quoi De la téléphonie sans fil. On a commencé par la TSF, ce qu'on appelait la radio. À l'époque, Fernand Merlot était à l'époque un ingénieur électricien passionné de la TSF, de la radio, qui était tout nouveau à l'époque. Voilà. Et donc, on s'est recentré sur la sonorisation d'adresses publiques. On a comme fournisseur la SNCF, la RATP, comme fournisseur, comme client la SNCF, la RATP, on fait de l'export dans le Golfe. Hubert, tu interviens encore un peu au niveau de Merlot sur certains aspects? Hello Hubert. En fait, c'est Hubert qui a mis un filtre. Les questions auxquelles il ne veut pas répondre. C'est Ibsen. C'est un très gros film. Non, je suis mort de rire parce qu'il y a Isabelle qui me dit non, mais il y a 100 ans, il creusait les mines pour aller chercher le silicium. Très gentil. Très gentil. Non, on ne le voit plus. Hein, du coup, il a disparu. Hein. Non, il est figé. Nicolas, le concept Hubert qui va, qui vient, excellent. Ouais.
Je propose qu'on passe au suivant. On accordera un petit peu de temps à Hubert à la fin Oui. s'il retrouve la connexion. Donc, on en était au candidat suivant après Franck Durand. Le candidat est une candidate et j'attire l'attention de cette candidate qui n'est pas là malheureusement, puisque sur son profil sur le forum d'Inactive, elle n'a pas rempli sa fiche. Donc, j'en profite pour signaler à tout le monde qu'il est important de remplir sa fiche avec un profil, avec une description de société, ce qui n'est pas le cas pour Stéphanie Briard. Donc, si quelqu'un la connaît, peut-être lui passer le message. D'accord, je m'en occupe. Le candidat suivant, Jordan Paquet. Tu es prêt, Jordan? Ton micro, on ne t'entend pas. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon, je peux lancer le chrono. Ok, parfait. Donc, Jordan Paquet, société Telips, c'est une agence de formation digitale. On a le label Jeune Entreprise Innovante. On répond à un besoin de digitalisation, de modernisation ou encore d'innovation dans la formation et la communication en entreprise. Donc, on allie technologie innovante, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, simulation virtuelle, commande cérébrale, par exemple, et univers ludopédagogique en 2D, 3D, vidéo, etc. Donc, on crée des modules de formation type e-learning, formation en ligne. On crée des modules de serious game également, donc des jeux vidéo en entreprise, des jeux marketing ou encore du chatbot. Globalement, à partir du moment où il y a un message à transmettre, on conçoit, réalise et met en place le format pédagogique le plus adapté pour garantir un ancrage des messages dans la mémoire à long terme, globalement. Donc, on a une petite structure, on est éligible au CIR, on casse les prix du marché puisqu'on a assez peu de frais de structure au final et pourtant, on a un savoir-faire de plus de 15 ans dans le domaine de la formation innovante. Oui, bravo pour le timing. Bravo pour le timing. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Jordan? Qui sont tes clients? Alors, mes clients, principalement des grands comptes initialement, et depuis qu'on est donc une petite structure avec Telips, on s'ouvre aux PME. Puisque, comme je l'ai dit, on casse les prix. Donc, avant, je faisais des serious games. Alors, le prix d'un serious game, par exemple, avant, je leur dis, c'était plutôt aux alentours des 30 000 € minimum jusqu'à 2 millions d'euros. C'est ce que j'ai eu l'occasion de faire au plus gros. Et aujourd'hui, je suis capable de faire un serious game pour 10 000 € jusqu'à même 50 000 €. Globalement, c'est largement suffisant pour en faire un. Rappelle-nous la définition du serious game, s'il te plaît. Serious game, c'est donc une formation en ligne, type e-learning, avec une composante ludique. Donc, ça ressemble à un jeu vidéo globalement, mais on intègre bien des messages pédagogiques. Donc, ça peut être de la formation de collaborateurs au management, par exemple, avec des cas d'usage de type simulation. Ça peut être simplement même une plateforme à la rigueur qu'on va gamifier, sur laquelle on va pouvoir mettre du contenu à disposition d'information ou de sensibilisation, par exemple. Et au travers de mécaniques de gamification, c'est un terme aussi qu'on utilise, on va essayer de rendre tous ces messages les plus attractifs possibles pour justement, entre guillemets, que tous les chakras soient ouverts et de faciliter et de favoriser les apprentissages. Est-ce que tu rencontres au niveau des participants plus de difficultés à intéresser des personnes qui sont d'une génération seigneuriale ou c'est pas le cas et tout le monde est intéressé? Tout le monde est intéressé puisqu'en fait, on crée aussi des jeux qui sont adaptés à la cible à laquelle on s'adresse. J'ai déjà fait des jeux dans des EHPAD, par exemple, pour lutter contre l'Alzheimer. Donc là, on est vraiment face à des personnes qui n'ont jamais tenu une manette de console dans leurs mains et pour autant, on la met sur la Wii, par exemple, à essayer de shooter des papillons pour en faire des belles photos. Et ça, c'est un jeu. Donc, quelque part, je pars du principe qu'on est finalement tous joueurs. On a tous ou déjà eu, on va dire, un jeu sur notre smartphone et on est tous, en tout cas, on a tous une appétence au jeu, puisque ça répond aussi à un besoin de compétences, ça répond à du plaisir également, du plaisir dans l'apprentissage, du plaisir. Et donc, par rapport à ça, il y a toujours une manière de jouer qui correspondra à une cible et à un message à transmettre. Charge à nous, bien sûr, de trouver le jeu qui s'y prêtera. Donc, on n'est pas du tout sur des jeux type console, PS4, avec la nécessité d'avoir 16 doigts à manipuler sur une manette pour pouvoir s'en sortir. On est plutôt sur des mécaniques très simples où on a une souris, un doigt, ça suffit pour y arriver. Alors, Jordan ne l'a pas dit, moi j'ai eu une discussion très intéressante avec lui et il est trop modeste et je pense qu'il aurait peut-être pu en parler. Jordan est le champion pour aller chercher des subventions et des aides pour financer son activité. Et ça, bravo.
On est jeune entreprise innovante donc, depuis peu. Donc, c'est vrai qu'en plus, là, maintenant, ça va encore plus aider pour aller chercher d'autres financements. Mais oui, effectivement. J'avais une question. Oui. Au niveau des 10 000 euros dont on parle, qui est vraiment un prix plancher, j'imagine, quelle est la durée moyenne de réalisation de ce type de serious game? Et est-ce que vos serious games sont en 3D? Et je rajouterai une question, si je ne suis pas obligé d'y répondre. Quel est le cabinet qui vous accompagne sur le CIR? Mais c'est juste pour ça. Sur le CIR, je l'ai fait tout seul pour le moment, mais je vais m'armer puisque j'ai notamment rencontré une boîte qui est dans le 95 qui s'appelle Talas Partner avec Mehmet qui est très bien sur le sujet. Donc il m'accompagne notamment sur un autre dossier de financement en ce moment. Sinon, pour répondre à votre question sur la durée, en fait, donc un serious game, ça met à peu près 1 mois, on va dire, à créer minimum. Pour 10 000 euros, on l'a fait pour notamment un acteur aussi du Val d'Oise où on a fait un jeu en 3D pour 10 000 euros sur la découverte des métiers du sport. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6, 8 mois pour les plus gros projets à mettre en place. Et donc, ce qui va être le plus long, c'est surtout les étapes de validation entre le moment où nous, on reçoit un contenu, on le mâche, on le pré-mâche, ainsi de suite, on le retravaille pour que ça puisse en faire un jeu. Et une fois qu'on a déjà un premier format sur papier, on le valide, ça met du temps. Ensuite, une fois qu'on l'a, on crée donc une première brique qu'on valide également. Et donc, on a toute une phase itérative de construction où le client, on le voit quasiment une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour faire le projet. Ok. Merci Jordan. Je pense qu'on a fait le tour des 3 minutes. Il me semble avoir entendu la cloche. Oui, tout à fait. Bon. Il y a Cédric qui nous dit qu'il s'en va. Non, c'est moi. Ah, c'est toi? Mais oui, c'est pour ça que je suis en train de dire, si je suis passée la première, merci. Il y a écrit... Je confirme, c'est pas moi, j'ai juste dit au revoir. Dans mon chat, c'est écrit que c'est toi, Cédric. Je vous laisse, bonne soirée, je suis désolée, je m'étais noté 19h, j'ai un autre rendez-vous. Au revoir. C'était très bien en tout cas. Bonsoir. À plus tard. C'était rapide pour moi, mais enfin. On reviendra vers toi, Hubert, tout à l'heure. Oui. Ok. On va passer au candidat suivant. Si j'arrive à manœuvrer mon écran et à reprendre la main. Alors, tac. Le candidat suivant est un jeune homme qui s'appelle… Alors, attends, vous me voyez? Eh oui, on te voit, t'es beau. J'ose plus parler. Alors, bonjour. Donc, Thierry Lacombe, je dirige la société Ludiling. Le métier que nous proposons, c'est d'organiser des activités pour les entreprises afin qu'elles créent du lien social avec leurs clients, du lien social avec leurs collaborateurs. Donc, il existe différents types d'événements pour y arriver, des séminaires. Vous en avez tous participé à peut-être probablement dans votre vie professionnelle, des activités de team building, en général c'est un peu plus ludique, et puis des soirées festives avec des animations pour apporter un peu de convivialité. Aujourd'hui, notre expérience nous pousse à plutôt privilégier des groupes de 10 à 50 personnes parce que ça nous permet de faire du sur-mesure, ça nous permet de créer des concepts forts, de soigner les détails et puis surtout une chose auquel on tient, c'est de pouvoir accompagner nos clients au plus près pendant leurs événements. On est très présent sur le terrain, on est les premiers levés et les derniers couchés. On veut tout voir, on veut tout contrôler pour que rien ne nous échappe et qu'on se donne les meilleurs moyens de réussir. Bien sûr, on fait un événement avec des prestataires événementiels, donc on a tout un réseau de prestataires, ça va du traiteur en passant par le prestataire technique, par le lieu, par l'artiste, etc. Et donc, nous, on est des chefs d'orchestre, on coordonne tous ces prestataires au service du client. Donc, on est capable aujourd'hui d'organiser un événement de A à Z si le client nous le demande. Donc, si vous voulez renforcer la cohésion de vos équipes, célébrer un événement dans votre entreprise, renforcer votre relationnel avec vos clients, eh bien, écoutez, on est à votre disposition pour prendre connaissance de vos besoins, de vos objectifs, de votre budget, parce que l'événementiel, fonctionner sans budget, c'est compliqué. Il est préférable d'avoir le budget parce qu'on peut très bien être créatif, imaginatif et efficace pour des budgets moindres. Ce n'est pas nécessaire d'avoir de gros budgets. Voilà, donc à votre disposition maintenant pour pouvoir un jour peut-être vous faire une proposition créative et sur mesure. Merci de votre attention. Thierry. Merci Thierry. Petite séance de questions pour Thierry. J'ai une petite question, Thierry. Oui, est-ce que dans le contexte notamment actuel, est-ce que tu as pensé ou à faire évoluer ou est-ce que tu as déjà une offre liée à la dématérialisation des événements que tu peux organiser? Alors, j'entendais tout à l'heure Franck, oui, tout à fait. Franck parlait
rallye culturel ou rallye touristique plutôt proposé en ligne. C'est bien ça, Franck? Pour les seniors. Oui, alors c'est pas tout à fait. Oui, ça peut être en ligne, mais c'est en fait effectivement des parcours. Des parcours avec des explications, mais avec une projection dans Google Earth. D'accord. En 3D, quoi. D'accord. Alors, Jordan, oui, effectivement, j'ai lancé auprès d'EHPAD et de résidences-services tout récemment une offre culturelle qui consiste à proposer à l'animateur dans une résidence de réunir les personnes de la résidence et de faire intervenir une guide conférencière sur un sujet culturel, de manière à ce qu'on puisse respecter les dispositifs et les dispositions que l'on doit prendre aujourd'hui vis-à-vis de ce type de clientèle. Donc, une offre culturelle en ligne, bien évidemment, avec un interlocuteur qui est un animateur qui est présent dans la maison de retraite ou dans la résidence-service pour mettre en musique avec nous tout ceci. Donc, c'est un exemple d'adaptation qu'on a été obligé de faire, puisqu'on ne pouvait plus sortir les résidents des EHPAD, ni même intervenir en EHPAD directement. D'accord. Et séminaire, parce que là, sur un EHPAD, c'est-à-dire que les gens sont tous les uns à côté des autres, il n'y a que toi qui es à distance, ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en distance et qui se réunissent sur une plateforme, par exemple? Alors, là, on peut faire les deux, mais l'idée est plutôt pour un EHPAD ou une résidence-service, une résidence autonomie, c'est de réunir la dizaine, la quinzaine de personnes autour d'une animatrice ou d'un animateur et d'avoir donc des gens qui sont réunis en présentiel, parce que c'est un public très fragile, qui peut être en perte de repères. Donc, on ne peut pas faire de visioconférence avec ces gens-là s'ils étaient individuellement répartis chacun chez eux, quoi. D'accord. Mais c'est possible, on peut le faire avec un autre public plus senior, autonome, on pourrait très bien le faire, oui. Et il y a des jeux à imaginer, effectivement. Il y a des jeux, des quiz. J'en profite juste, si jamais tu as des besoins liés au séminaire d'entreprise notamment, et que tu recherches une solution pour dématérialiser ce type de séminaire, où tu aurais plusieurs collaborateurs dispatchés sur un territoire, n'hésite pas, on pourra en parler. D'accord. J'ai déjà des solutions pour ça. Mais d'accord, ok. Très bien. Et on commence à voir des jeux Zoom. Ça peut être un truc pour faire du team building. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Les quiz s'y prêtent bien, effectivement. Puis la créativité va se développer dans le domaine très, très rapidement, quoi. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Thierry? Merci. Très bien. Parfait. Merci Thierry. On va passer à la personne suivante qui s'appelle Nicolas Goupil. Donc, c'est à mon tour. Alors, bonjour à tous. Deux chiffres importants à garder à l'esprit par rapport à cette présentation. Aujourd'hui, 24% de la population mondiale salariée est prête à quitter son entreprise. En France, 53% des cadres confirment qu'ils n'ont plus confiance dans leur direction. Inutile de vous dire que la crise du Covid a redistribué les cartes. Et donc, aujourd'hui, je suis l'heureux CIO de Tombolastar. Tombolastar est une plateforme qui va permettre à un entrepreneur de créer sa communauté pour remercier, encourager et féliciter ses collaborateurs. Alors, si vous êtes un manager, si vous souhaitez innover, si vous souhaitez renforcer la reconnaissance de vos collaborateurs, donner du sens au travail de vos équipes, on en parle rapidement et je suis à votre écoute. Donc, Nicolas Goupil, Tombolastar. Merci. Merci, Nicolas. Gaëlle, tu es là? Oui, je suis là, pardon. Donc, vous pouvez poser vos questions, allez-y. Alors, moi, je t'entends depuis déjà un certain temps présenter ton produit, enfin ton offre. Est-ce que tu peux nous dire très, très concrètement comment ça se passe? Alors, très concrètement, tu es chef d'entreprise, tu as une équipe qui a bien travaillé sur un projet. Tu as un budget à leur consacrer, on va dire par exemple 100 € pour une équipe de 5 personnes. Tu vas les inviter sous forme digitale à rejoindre notre plateforme. Ils vont jouer en ligne, tout un principe de gamification. Et c'est notre algorithme qui va répartir tes 100 € de base sur chacun des collaborateurs pour les remercier. Une fois qu'ils ont leur cagnotte, inévitablement, ils vont vouloir la dépenser. Eh bien, notre proposition, c'est de dire à chacun des collaborateurs qui va vouloir dépenser cette cagnotte
que nous leur permettons et nous les autorisons et nous favorisons le rapprochement avec la structure de leur choix. Ça peut être la boulangerie de Soisy-sur-Montmorency, la FNAC à Strasbourg ou un e-commerce. Ce qui veut dire qu'on va plus loin qu'un chèque cadeau traditionnel qui oblige le salarié à dépenser son chèque dans des enseignes bien référencées par la marque. Nous, on va lui permettre de dépenser son argent où il veut et quand il veut. Quand il veut, c'est aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans quand il aura quitté l'entreprise, parce que sa cagnotte va le suivre toute sa vie. D'accord, ok, je vois mieux là maintenant. Oui. C'est un système de cagnotte qui est distribué sous forme de jeu et que tu peux effectivement accumuler, quoi. Ok, d'accord, j'ai compris. Et merci. L'idée, c'est évidemment de récompenser les petits et les grands succès dans l'entreprise, mais pas uniquement la population qu'on connaît tous, la force commerciale. Dans une entreprise, il y a un standardiste, il y a un comptable, il y a un gestionnaire de stock. Eh bien, ces gens-là, le chef d'entreprise a la possibilité de les remercier avec ces tickets Tombola Star en leur permettant de jouer. Et ça dynamise l'entreprise, ça permet des rapprochements en interne, ça permet de favoriser et de reconnaître les compétences des collaborateurs et un certain nombre de choses. Et l'URSSAF dans tout ça? Bonne question. Alors aujourd'hui, les entreprises sont déjà favorisées avec ce genre de système, puisqu'elles donnent des chèques cadeaux, elles offrent des choses à leurs entreprises. Il faut savoir que la loi de finances 2020 permet aujourd'hui à un entrepreneur de donner 173 € par an et par salarié sans payer ce qu'on appelle les bonnes œuvres de l'URSSAF. Ça, ce cas-là, c'est le cas principal. Si ton conjoint est dans la même entreprise, c'est 173 € x 2. Si c'est pour acheter les fournisseurs scolaires, tu as encore 173 €, etc., etc. Il y a 6 ou 8 cas de figures prévues par la loi de finances qui permettent d'augmenter ce plafond. Il n'y a pas Noël aussi? Je ne crois pas, non. Alors ça, c'est la prime Macron, en l'occurrence, mais pas a priori sur ce plan-là. Noël, je ne crois pas. À vérifier. Hein. Ouais, il me semblait qu'il y avait les fêtes Noël, Pâques. Ok. Je ne savais pas. Ouais, pareil, je ne sais pas. Ouais. Merci Nicolas. Merci. Merci. Le candidat suivant est un jeune candidat qui nous vient du Val d'Oise, qui s'appelle Philippe Piton. Alors, mets ton micro, Philippe, on ne t'entend pas. Voilà. Non, je ne pensais pas intervenir, c'est une surprise. Mais écoutez, je vais être synthétique. Donc, Philippe Piton, je suis entrepreneur depuis tout le temps, depuis tout le temps que j'ai une activité. Je suis un optimisateur, c'est-à-dire que je cherche la solution qui va permettre d'optimiser en fonction du contexte et du potentiel qu'on a avec nous. Je l'ai exercé dans la restructuration, je l'ai exercé dans le conseil. Aujourd'hui, je l'exerce dans le conseil patrimonial. Ça part d'une bonne connaissance de son client, d'une bonne connaissance de ses objectifs, de sa situation, de l'adapter au contexte lorsqu'il est le plus possible prévisible. Et en ce moment, ce n'est pas simple. Voilà, pour trouver des solutions adaptables, évolutives et souples pour nos clients. Voilà. Et j'ai surtout le plaisir d'animer une entreprise qui s'appelle Dinactive, dans laquelle je suis chef d'orchestre et j'ai beaucoup de premiers violons de très très grande qualité. Merci. Merci. Alors, qui a des questions? Alors, j'ai une question pour toi, Philippe. Quelles sont les 2 ou 3 problématiques que tu résous le plus souvent dans ton activité? La première, elle est chronologique en fait, c'est-à-dire que c'est toujours des cycles. Nos clients qui sont essentiellement des particuliers, mais beaucoup des professions libérales, n'ont pas beaucoup de temps pour se pencher sur leur situation. Donc en fait, c'est éclaircir la situation qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas clairs par rapport à leur situation et leurs objectifs. Je vais vous donner quelques exemples. Ils ne sont pas toujours très au fait de leur niveau d'épargne. Si c'est un couple, ils ne sont pas toujours très au fait des objectifs qu'ils partagent ou qu'ils ne partagent pas. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des couples qui ne parlent pas beaucoup et qui parlent rarement de leurs objectifs communs ou individuels. Donc ça, c'est la première chose. Rappelle-moi ta question, Nicolas, pour que je recentre. Les 2-3 problématiques que tu résous le plus souvent et facilement et qui font un peu ta différence et ta spécificité. Alors,
Ce qui fait la différence et la spécificité, c'est qu'on se définit comme des conseils de famille, c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment nos clients sur la durée. On n'est pas des vendeurs de solutions. On a un panier qui est à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on a toutes les solutions à portée de main, puisqu'on adhère à une association de conseillers en gestion de patrimoine, ce qui fait que contrairement à un banquier qui va vendre a priori plutôt sa solution qu'une autre, nous, on n'a pas d'a priori là-dessus, on n'a pas de solution, on n'est pas de vendeur de solutions parce qu'on n'a pas de solution à vendre. Donc, on va mettre en place, on va aller piocher les solutions qui vont être adaptables et adéquates pour notre client. Voilà. Avec cette approche de pérennité, puisqu'on accompagne le client tous les ans dans sa déclaration d'impôt, on fait le point tous les ans sur sa situation, sur son coussin d'épargne, et bien souvent, on essaie d'amener le client là où il ne veut pas aller, c'est-à-dire parfois pas aussi loin. C'est-à-dire il y a des clients qui veulent beaucoup investir, et on leur rappelle qu'avoir un petit coussin d'épargne pour traverser certaines crises, et Dieu sait qu'en ce moment, on en traverse une belle, eh ben, c'est pas mal, et que se lancer à tout va dans des investissements inconsidérés. Voilà, donc on a plutôt tendance à temporiser nos clients plutôt qu'à les amener là où on voudrait vendre quelque chose qu'on n'a pas à vendre en fait. Alors, petit aparté, j'ai eu affaire à quelqu'un comme toi que je n'ai plus très envie de voir, mais dès que ma situation va se normaliser, on aura des choses à dire. Voilà. La petite question complémentaire là-dessus, c'est à partir de quand va-t-on voir un conseiller patrimonial? Est-ce qu'on y va en amont quand on commence à vouloir construire un projet, ou est-ce qu'on y va quand on a déjà la capacité d'entrer dans ce projet et de le définir un peu mieux? Le plus tôt possible, parce que plus tôt on y va, plus tôt on apprend déjà, parce qu'on est là pour faire de nos clients des gens plus intelligents, c'est-à-dire des gens qui sont amenés à se passer de nous. D'ailleurs, pour les déclarations d'impôts, on essaye de les former pour qu'un jour, ils n'aient plus besoin de nous pour les déclarations d'impôts. On sera toujours là pour les assister s'ils nous préviennent à l'avance. S'ils nous préviennent la veille, on va leur faire remarquer que c'est bien de prévenir à l'avance. Mais on va faire en sorte que nos clients soient capables de déclarer eux-mêmes leurs impôts, de comprendre leur situation, d'avoir les bons réflexes. Et plus tôt ils vont l'apprendre, mieux c'est. Sachant qu'on peut commencer à s'exercer à cet exercice capitalistique le plus tôt possible lorsqu'on est en activité. En fait. C'est le début d'activité qui est généralement l'enclencheur de cette approche. Merci. Sachant que là, avec le Covid, il va se passer des choses. C'est-à-dire que les profils qui vont être plus rassurants pour les investisseurs, ça va être les fonctionnaires, les gens qui ont des emplois stables. Mais on a un petit peu de mal à décrypter ce qui arrive et ce qui va arriver sur le marché immobilier. Et au niveau de la bourse, c'est très, très difficile à décrypter en ce moment parce que ça fait du yo-yo. Donc, pour vous donner l'exemple de notre comportement face au Covid, on évalue la situation de nos clients. C'est-à-dire qu'on évalue s'ils sont dans l'urgence et s'ils doivent prendre des décisions. S'ils sont dans l'urgence et qu'ils doivent prendre des bonnes décisions, c'est qu'ils n'ont pas assez prévu le coussin d'épargne et qu'ils n'ont pas l'amortisseur nécessaire pour amortir le choc du Covid, auquel cas il va falloir prendre des bonnes dispositions et vite déterminer lesquelles. Mais l'idéal, c'est de dire que quand ça commence à tanguer, on ne bouge pas, on attend si la situation le permet. Parce que ça, c'est l'expérience qui nous le dit. Lorsque ça commence à bouger un petit peu trop, la meilleure des postures en termes d'investissement, c'est de ne pas bouger, de ne pas s'affoler. Voilà. Okay. Tout ça dépend du diagnostic en amont, c'est-à-dire d'avoir réussi à prévoir le bon coussin d'épargne. Merci Philippe, je suis désolé, il faut qu'on accélère un petit peu le rythme, il est déjà 19h15. On va passer au candidat suivant, donc ça tombe bien puisqu'il avait la parole à l'instant. Si j'arrive à activer mon écran, Cédric. Celui qui a posé la dernière question. D'accord, j'ai eu le temps de m'échauffer un peu la voix alors. Voilà. Donc, Cédric Ims, univers bureautique. Donc, on couvre un range très large qui va toucher en fait à tout ce qui est matériel et solutions de bureautique. Mais là, je vais plus me centrer sur les solutions d'impression, dont les photocopieurs que j'ai derrière moi. Donc nous, notre but, c'est vraiment en fait en amont d'échanger pour savoir en fait quels sont les besoins réels pour adapter le matériel et la solution proposée. En effet, pour certains, ça peut être la vitesse d'impression, pour d'autres, ça peut être la capacité à scanner, à compresser les scans, à prendre le moins de place possible, d'organiser un peu justement cet outil pour qu'il réponde à tous les besoins. De plus, on a aussi passé à une période un peu houleuse avec le confinement.
et avec un certain nombre de personnes qui n'ont pas été au bureau parce qu'un télétravail et tout ce qui va avec, et des machines qui ont dormi pendant un petit bout de temps, et certaines personnes qui ont été prises avec pour faire des économies qui ont été des fausses économies, des forfaits de copies, et qui ont dû payer ces copies-là alors que les machines dormaient. Donc si vous connaissez du monde ou si vous cherchez à vous débarrasser de ça, n'hésitez pas. Nous, on ne fait que au réel en fait. Parfait. Donc voilà, j'ai essayé de faire rapide. 1 minute, c'est parfait. Merci Cédric. Des questions pour Cédric? Moi j'ai une question, Cédric. Si tu devais résumer ta principale valeur ajoutée par rapport à tes différentes formes de concurrents qui sont des vendeurs, des loueurs de photocopieurs, quelle est la valeur ajoutée que tu mettrais en avant? Alors, la première que je mettrais en avant, c'est justement le côté de mettre en fait en exergue par rapport à la mauvaise réputation malheureusement qu'a notre profession par rapport à certaines pratiques des autres. C'est justement en fait le fait de pour moi, ce qui est important, c'est justement de pouvoir me regarder dans un miroir et d'accompagner un client dans le long terme et non pas dans le court terme. Donc, c'est vraiment ce côté-là, on va dire. Je ne vais pas chercher à vendre le plus cher possible, je vais chercher à vendre par rapport aux besoins du client et lui faire vraiment une solution au juste coût. Alors, je dis bien au juste coût et pas, je ne serai pas forcément toujours le moins cher, mais parce qu'en fait, on met en fait beaucoup en avant notre qualité de suivi et le fait qu'on intervienne, on a une garantie d'intervention en 4 heures. Donc, c'est ce qui est vraiment très important pour nous et de travailler en fait dans le long terme, quoi. Moi, j'ai une petite question. Je peux imaginer que tu t'adresses essentiellement à l'entreprise. Tout à fait. Comment tu communiques aujourd'hui? Comment tu te fais connaître, hormis par ta réputation et par ton image? Alors, j'ai 3 biais en fait de développement qui sont relativement classiques. Dont un qui a été bloqué enfin 2 qui ont été bloqués pendant un petit bout de temps, mais qui reprennent. C'est la prospection physique et la prospection téléphonique sur mon secteur principal. Et tout ce qui est groupement, sachant que je suis dans d'Inactive, je suis aussi dans un groupe BNI. J'essaie d'être pas mal présent de ce côté-là. Merci. Étant encore très novice dans les réseaux LinkedIn ou ainsi de suite, celui-là je le mentionne un peu moins, mais je commence aussi un petit peu à communiquer de ce côté-là en vrai débutant. Eh bien, si tu as besoin d'aide concernant LinkedIn, je note. Par contre, pour le BNI, on ne peut pas t'aider. Pas de souci, mais je le dis juste en toute moi, je peux t'aider, n'y va pas. Alors en fait, ce n'est pas les objectifs pour moi ne sont pas les mêmes de ce côté-là et ne sont pas sur les mêmes secteurs. Parce que mon secteur officiel dans la franchise dans laquelle je suis est le 15e arrondissement de Paris. Donc effectivement, j'ai pris une BNI dans ce secteur-là. Et après, en fait, étant donné que j'habite le 95 et que j'ai également été aidé dans le 95, je souhaite aussi être présent dans l'association qui me semblait être très intéressante et que j'avais découverte, qui est d'Inactive. Et c'est aussi pour ça que je suis présent là. Une question peut-être, tu parles de franchise. Dernière question. Est-ce que cette franchise t'impose de distribuer des marques, une marque précise ou des marques? Comme moi, tu as une palette de choix et de marques qui peuvent permettre de réduire les coûts d'un. Alors en fait, on a fait le choix d'être multimarque, dans le sens où ça nous permet justement de choisir les marques qui nous semblent être les plus adaptées par rapport aux besoins du client. Au niveau des copieurs, ce dont je parlais de ce côté-là, on est quand même beaucoup plus tourné vers Canon, même si on fait d'autres marques, parce que Canon est la marque leader sur le marché de très loin, avec des produits qui sont de très haute qualité et où finalement, nous, ce qu'on cherche, c'est à vendre quelque chose de fiable, vendre ou louer d'ailleurs, quelque chose de fiable, parce que finalement, sur la maintenance derrière, le moins on a besoin d'intervenir, le plus c'est rentable. Il n'y a pas de secret là-dedans et ça nous permet aussi de baisser les coûts copies. On a d'autres domaines où le panel d'offres est plus large. Par exemple, la gestion électronique de documents, on va avoir 3, 4 qu'on a présélectionnés avec un certain nombre de critères qui ne sont pas que le coût d'ailleurs, qui sont notamment, on est très très à cheval sur la souveraineté des données. Donc on n'ira pas sur des choses qui sont pas stockées. Pardon de te couper, mais on va bientôt devoir rendre l'antenne. Désolé. Voilà. Une fois qu'on me lance, je suis long, donc je m'en excuse. Oui, voilà. On va passer au candidat suivant, donc François-Xavier.
Enlève ton micro. Ouais. Allez, c'est parti. François-Xavier Mondésir, Elexir. Alors, c'est un organisme de contrôle réglementaire pour les entreprises. Notre activité principale sont le contrôle des installations électriques pour les entreprises. Voilà, on fait quasiment pas de particuliers. Ces contrôles réglementaires sont obligatoires, annuels. Donc, du moment que les entreprises ont un salarié ou reçoivent du public, elles ont l'obligation de faire vérifier les installations électriques et de s'assurer que leurs salariés utilisent ces installations électriques en toute sécurité. Voilà. Notre zone de chalandise, c'est l'Île-de-France. On fait également de la thermographie infrarouge sur l'installation électrique pour déceler tout ce qui est risque d'incendie. Les assureurs aussi demandent ces certificats pour soit assurer ou faire bénéficier des réductions de primes d'assurance. Nous faisons également des contrôles de gaz, des contrôles incendie, tout ce qui est test d'alarme et de moyens de secours, des enfumages, etc. Parfait. Merci François-Xavier. Des questions pour François-Xavier? Ouais, tu dis c'est réservé aux entreprises, mais quand l'entreprise est chez le particulier, avec des salariés, quoi. Ouais. Eh ben, tu es dans le cadre, tu dois faire vérifier l'installation électrique de ton entreprise. En fait, tu mets à disposition, pour expliquer, tu mets à disposition une installation électrique. Ouais. Il faut que tu t'assures que le salarié puisse l'utiliser en toute sécurité. Donc, il faut que ça soit réglementaire. Et pareil pour le gaz, parce que du coup, nous on est chauffé au gaz, pareil pour le gaz, du coup. Pour le gaz, c'est pareil, mais vous êtes moins impacté en tant qu'entreprise qu'en tant qu'établissement recevant du public. Ah ok, oui, nous ne recevons pas de public. Ouais. Voilà, l'entreprise, tu dois t'assurer régulièrement. Pour les établissements recevant du public, c'est tous les ans. Et donc, tu viens, tu regardes l'état des lieux et tu fais des préconisations, tu délivres un certificat, ça se passe comment? Alors, on délivre un rapport. Dans ce rapport, il y a la constatation et tout de suite, il y a la préconisation. Donc, c'est un rapport réglementaire. Il y a un arrêté qui dit, ben voilà, dans le rapport, il faut qu'il y ait ci, il y ait ça. Il y a un autre arrêté qui définit comment on doit travailler, de quelle manière on doit faire les tests et qu'on doit tout contrôler tous les ans. En gros, dans ce rapport-là, si l'installation électrique brûle, il faut qu'un expert puisse prendre le rapport et sache exactement comment était l'installation électrique à cet instant T. Ça coûte combien? Alors, ça dépend. Hein. Oui, ça dépend de la taille de l'installation. Voilà, je n'ai pas eu le temps de le dire. C'est que j'ai toute une palette d'entreprises. Ça part de ta petite entreprise, comme chez le particulier, chez toi. Hein, j'en ai des clients. Comme ça peut être des grands hôtels, des grands entrepôts ou une chaîne de concessionnaires automobiles. En gros, c'est le déplacement, le petit déplacement, on est aux alentours de entre 250 et 300 € hors taxe. Ça dépend de l'activité. Puis après, ça peut partir dans des dizaines de milliers d'euros. Tout dépend ce qu'il y a à contrôler, le temps que ça va nous prendre. Ok. Donc, il va falloir qu'on discute alors. J'ai noté qu'une intervention pouvait permettre de minimiser ta prime d'assurance. Donc, à combien de temps tu estimes que l'entreprise va pouvoir amortir ton déplacement et ton coût? Ça dépend parce que, par exemple, un immeuble de bureau ou un entrepôt, voilà, on va dire pour un entrepôt, c'est les primes d'assurance en fonction de ce qu'ils entreposent ça peut aller par an à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et parfois, moi, mon intervention pour l'entrepôt, je vais coûter quoi? Je vais coûter 1 000 €. Et eux, ils vont avoir entre 5 et 10%. Et parfois, ils payent des 50 000, 100 000 € d'assurance. Là, j'ai un entrepôt, là, ils ont 14 000 mètres carrés, même plus maintenant, parce qu'ils sont agrandis, ils ont 18 000 mètres carrés. Ils ne stockent que des téléviseurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, et des téléphones portables et des ordinateurs. Voilà, c'est un distributeur. Je peux te dire que là, ils en ont pour plusieurs millions. D'accord, merci. Voilà. J'ai une dernière question, François-Xavier. Est-ce que les assureurs sont des bons prescripteurs? Et si oui, est-ce que tu en as? Alors, les assureurs, ça peut être des bons prescripteurs dans le principe. Après, ce sont un peu, ceux qui connaissent les couleurs, ils sont très jaunes. J'ai remarqué, c'est des artistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas précis, ils ne sont pas assez techniques dans leurs demandes. Donc, souvent, les clients, ils passent à côté, quoi.
ils demandent est-ce que vous voulez ils me font une vérification électrique, sauf qu'il y a un certificat bien spécifique à demander. C'est le certificat Q18 ou Q19. Et souvent, ils ne demandent pas, ils passent un peu à côté. Les meilleurs prescripteurs, c'est les électriciens, ceux qui font de la maintenance. Voilà. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'eux-mêmes, ils gagnent du temps à travailler sur mes rapports par rapport à la concurrence. Voilà. On est capable de faire des photos, on est capable de faire des fichiers Excel, on est capable de bien détailler les observations et surtout, on est joignable, quoi. Si les gens, les électriciens, les clients, ils ont mon 06. Non, puis tu es un super commercial pour un électricien. C'est-à-dire que tu vas dire aux gens, si vous faites rien, ça va prendre feu, je vais vous présenter quelqu'un. J'ai pas le droit parce que je suis accrédité. Et tu es accrédité. Tu es accrédité par quoi? Le COFRAC. D'accord. Et j'ai aussi les agréments du ministère de l'Intérieur pour les établissements recevant du public. Ok. Ouais, donc on ne peut pas te dire n'importe quoi, donc. Non. Et tous mes rapports, ils sont opposables en cas de litige. En tant que devant un juge ou quoi que ce soit, on peut prendre le rapport, dire ben voilà, c'est pas bon, quoi. Ok. Et si on le fait pas, il se passe quoi? S'il se passe rien, tant mieux. Si tu as un contrôle d'inspection du travail, ils vont te le demander. Et si tu fais la forte tête, tu peux te prendre une amende de 5 000 €, 10 000 €. C'est calme. Ouais. Ouais. Ou ok, merci. Merci. De rien. Ok, Gaëlle, au niveau du temps? Oui, écoute. Il est passé 3 minutes. Bon, oui, ça a déjà sonné, les 3 minutes. Pardon, pas entendu. Bon. Juste avant la question de Philippe. Eh bien, écoutez, merci à tous pour ce premier speed meeting digital. C'était un essai. Vous avez joué le jeu avec beaucoup de courage et d'abnégation et de brio, on peut le dire. Ce Zoom vous a été présenté par Claudina, par Gaëlle, par François-Xavier, par Thierry, par moi. Donc, merci à tous et on vous donne rendez-vous pour d'autres sessions prochainement. Gaëlle, bien évidemment, l'actualité sur votre forum d'inactifs préférés où il y a plein d'informations.